J'ai rapidement compris que le réel bonheur, il se cachait pas dans l'argent, mais il se cachait plutôt dans la liberté de faire ce que tu veux, d'avoir aucune obligation, ne pas faire ce qu'on aime dans la vie. C'est problématique. Et il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais moi j'ai un travail, je suis salarié, mais je kiffe ce que je fais. » C'est faux, entre guillemets, c'est se mentir à soi-même. Parce qu'imagine, demain tu kiffes un burger. Mais maintenant, tu es obligé pendant 40 ans de manger tous les jours le même burger. Même si tu kiffes le goût du burger. À un moment donné, juste le fait d'être obligé. C'est fini. Formez-vous vraiment. Et on se forme où? Ça, c'est la bonne question. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que pour devenir bon, il faut sortir des thunes. Sauf que quand tu commences, t'as pas de thunes. C'est facile, là, dans un podcast, de venir dire « Ouais, les gars, formez-vous ». Le pire red flag pour ne pas suivre un formateur. Des RR négatifs. C'est quoi que t'appelles RR négatif? Non, mais tu sais, les personnes qui vont te partager des positions ou des plans de trading et que ça va aller chercher un TP à 10 points avec des SL à 200 points. Et à partir du moment où tu me parles plus de ton lifestyle que de ton analyse, pour moi, gros red flag. Quelqu'un on voit souvent ça sur les canaux Telegram. Juste avant de vous donner votre podcast, petite vidéo pour dire que moi et mon équipe technique, on tenait à s'excuser par rapport à la qualité de la vidéo. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Mais je vous promets que sur les prochains podcasts, on fera ce qu'il y a de mieux. On est en train de faire des efforts pour que vous puissiez avoir une bonne expérience avec nous. Et n'oubliez pas de commenter ou un like, ça a l'air peut-être de rien pour vous, mais nous, ça nous permet de nous référencer. Bon allez, on va pas s'éterniser très longtemps. Je vous souhaite un bon podcast. Asseyez-vous bien, mettez votre ceinture. Salut Max. Salut Chris. Ça va? Ça va et toi? Encore de retour ici? Toujours? Pour parler investissement financier? Dans nos projets de faire des podcasts régulièrement et d'inviter de nouveaux intervenants. Des podcasts de qualité. Du contenu où on de qualité. dit la vérité. Et nous, on a vocation vraiment à vous donner le maximum de contenu et de raconter les histoires vraies du trading. Et aujourd'hui, on a une personne avec nous, c'est un ami, Alex. Ça va, Chris? Ça va? Ouais, nickel. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très très longtemps. On a commencé le trading ensemble. Exactement. C'est quoi, quelle année? 2019? Début 2019? Ouais, 2020 même, je pense. Début 2019. Non, 2019, t'as raison. Ouais, parce que 2020, c'est Covid. Ouais, 2020, c'est Covid. 2020. Est-ce que tu peux te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas ici? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Alex Berger, j'ai 24 ans. Moi, j'ai commencé le trading avec Chris, justement. On a commencé, on s'est formés ensemble quasiment. Et ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis dans ce domaine-là. 3 ans que j'en vis pleinement, que j'ai pu quitter toutes mes activités à côté. C'est-à-dire que ce soit à l'école, j'ai obtenu mes diplômes mais j'ai pas forcément continué. Le travail, j'ai quitté totalement du coup après tout ça. Et Chris, justement, fait partie des personnes qui ont pu m'aider quand j'ai commencé le trading à pouvoir chercher une certaine rentabilité, notamment au niveau du mindset de tout ça. Et voilà, ça fait aujourd'hui 3 ans que je vis pleinement de mes investissements. 3 ans aussi également que je forme des dizaines de milliers de personnes dans le domaine du trading, de l'investissement, des crypto-monnaies et tout ce qui va avec. J'ai pu faire pas mal de conventions dans le monde entier, on va dire. Et voilà, en gros, pour me définir. Et on a commencé dans le marketing de réseau. Ouais, on a commencé ensemble dans un marketing de réseau, ouais. Alors là, Max, toi, je pense que tu vas peut-être un peu te tirer la gueule. Non, mais il faut pour tout le monde. Hein. C'est un univers que je ne connais pas, donc au contraire, je suis content qu'il soit là pour justement nous exposer un petit peu tout ça. Donc on est deux ici du marketing de réseau. C'est vrai, tout à fait. Et toi, tu as le profil pur financier. D'ailleurs, tu penses quoi, toi, du trading qu'on apprend dans les marketing de réseau? Après, je n'ai pas de connaissances, j'ai jamais accédé à une telle structure, donc je ne sais pas vraiment ce qui est partagé ou la qualité du contenu. Mais après, c'est vrai que j'ai eu quelques intervenants et puis je bosse avec toi, donc je pense qu'il y a quand même un certain niveau si derrière il y a des traders rentables qui sortent, quoi. Mais dans le monde de la finance, d'ailleurs, on parle de ça en positif ou en négatif? On n'en parle pas du tout parce que pour nous, vous n'existez pas en fait. D'accord, et même en tant que trader indépendant, on n'existe pas? En tant que trader indépendant, peut-être que si, mais en fait, tout ce qui est marketing de réseau ne rentre pas dans l'univers financier pur à proprement parler. Tu penses que toi, cette mauvaise image ou cette mauvaise connotation du marketing de réseau, elle vient d'où? Parce que aujourd'hui, on est quand même la preuve que toi et moi, en ayant commencé dans le marketing de réseau, si je me trompe pas, tu es encore dans une compagnie de marketing de réseau, et qu'il est quand même possible aujourd'hui d'en vivre. J'en vis, tu en vis. Ouais, exactement. Je pense que ça vient un peu du passif, de ce qu'il y a eu auparavant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise connotation par rapport à Pyramide de Ponzi, par rapport à toutes ces choses-là, Bernard Madoff, etc. On me l'a sorti beaucoup de fois, parce que ce sont des personnes qui ont du mal à comprendre un petit peu la différence entre tout ça. C'est une différence qui est quand même grande, vu qu'il y a un côté qui est totalement illégal, on peut aller en prison et tout,
Et un côté qui est réellement viable, c'est un vrai business. Il y a des gens qui en font tous les jours, hein, que ce soit Tupperware, qu'on connaît, hein, nos parents faisaient ça, que ce soit même des produits de bien-être et tout. Des fois, on achète, on se rend même pas compte. Mais pareil, il y a du marketing relationnel derrière. Mais le fait que justement, il y a eu un passif avec la finance, avec les pyramides de Ponzi, avec toutes les arnaques qu'on peut trouver sur Internet, bah forcément, ça a peut-être une mauvaise connotation par rapport à tout ça. Donc après, ça reste mon avis. Mais aujourd'hui, on a la preuve aujourd'hui que ça fonctionne. Mais une chose qui fait que il y a aussi une connotation, c'est que ça cible à tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas vendu trop de rêves pour Justement, atteindre ces positions? J'allais y venir. Justement, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une très bonne chose parce que tout le monde peut faire du marketing relationnel et tout le monde peut exploser. Mais maintenant, c'est comment tu peux exploser pour aller chercher tes positions. Est-ce que tu vas pas un peu trop surjouer? Est-ce que tu vas pas un peu vendre du rêve? Est-ce que tu vas pas partir une semaine en vacances avec l'argent du RSA et dire regardez, tout ça c'est grâce au trading, etc. Oui, il y a des gens qui font ça. Oui, il y a des personnes qui vous mentent sur les réseaux. Oui, il y a plein de personnes qui vont essayer de vous vendre du rêve. Et il est là le gros problème aujourd'hui qu'on va avoir avec les connotations. C'est les gens qui vont vraiment surjouer, surabuser et qui vont tout faire vraiment le maximum pour pouvoir aller chercher leur position, faire un maximum de clients, entre guillemets, de signatures, de lancements, etc. Ils vont pas forcément plus vous accompagner que ça. Est-ce que c'est un peu la même maladie qu'on a sur Telegram, en fait, du coup? C'est la même chose qu'on a sur Snapchat, qu'on a dans tous les business, en fait, aujourd'hui. Peu importe, à partir du moment où tu veux vendre quelque chose sur Internet, soit même du dropshipping, des formations, ceci, cela, il y a toujours l'aspect de la personne qui, voilà, est réglo et carré. Et derrière, tu as celui qui va en surjouer. Et on peut le voir hein, sur les pubs Snap ou les pubs Instagram. Je pense qu'on a tous vu le petit gars là qui dit voilà, je suis dans ma villa à Bali. Tout ça, c'est grâce au trading. On le voit très bien. Ouais. On le voit tous. Oh, Mais ouais. voilà, et justement, je pense que c'est justement à cause de ces personnes-là que même l'aspect trading a peut-être une connotation négative. Alors le marketing relationnel aussi également pas mal. Ouais. Le marketing relationnel, bon, moi, pour ma part, je viens de la société ACN. Donc, moi, j'ai déjà fait du marketing relationnel avant qu'on soit dans l'entreprise où on a été. C'est pas un secret, hein, je l'ai dit à l'épisode précédent. Le marketing de réseau, il avait déjà une mauvaise connotation à l'époque d'ACN, le grand ACN, que quand moi, aujourd'hui, quand on était chez Cuvera, quand on avait fait le Palais des Sports, on était tous excités. Et puis, ben, moi, j'étais content parce que j'ai fait la scène. Mais je me disais, les gars, c'est du pipi de chat. Vous connaissez pas ACN. ACN, on a rempli des zéniths, on a rempli des stades de Barcelone et tout. Les mecs, ils étaient fêlés. Génération, on l'a même eu. Il nous avait formé chez Cuvera, l'autre là, du sud. Michel Destruel. Destruel, Cano Flores, Nassim Kebi, comment il s'appelle l'autre là, Francky Maguiloko. Voilà. Tous ces grands noms-là du marketing français, si tu veux. Eux, ils ont limite posé encore les jalons. Je les vois aujourd'hui de temps en temps, ils essayent un peu d'exister. Ils ont un peu aussi, pour moi, mal vieilli. Tu sais, c'est comme la personne qui avait son appareil photo argentique, hein, virage numérique, Kodak. Ben voilà, et c'est un peu la même chose qui s'est passé avec eux. Je trouve qu'ils n'ont pas su, en tout cas, s'adapter sur les niveaux produits. Mais je reviens à ce que je disais, c'est que par rapport au marketing de réseau, moi, je connais le marketing de réseau pur et dur. Le plan de REM, là, qu'on a aujourd'hui dans les marketing de réseau actuels, c'est des plans de REM de beaux gosses. Chez ACN, on avait des plans de REM d'enculés. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Et les problèmes qu'on a eus chez Cuvera, les problèmes d'ego, les problèmes de leadership, les problèmes de crossline, les départs, moi, je les ai déjà connus dans le marketing de réseau. C'est tout le temps les mêmes méthodes. C'est tout le temps les mêmes problèmes. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec le marketing de réseau. J'en ai refait. J'en ai fait quand j'en avais 20 ans. J'ai refait avant mes 30 ans. Mais quand je l'ai refait, j'ai voulu, moi en tout cas, amener une base nouvelle. C'est pour ça que je me suis relancé, que j'avais aimé ces sociétés de marketing de réseau dans le trading, parce que j'étais pas obligé de vendre des crèmes. Parce que je savais que si j'apprenais le produit qui était à l'intérieur, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, si je suis capable de faire 1 euro, s'ils sont capables de faire 1 euro, moi je peux en faire 2. Les crèmes, tu peux pas faire ça. Allez, tiens Tati, essaye ma crème. La crème, je la mets, je m'améliore, mais j'améliore pas ma condition financière. Et moi, c'est ça. Moi, je sais pas pour toi, tu pourras me dire, mais c'est ça, moi, qui m'a vraiment incité à me lancer dans le marketing des réseaux, parce que j'avais la possibilité de pouvoir m'enrichir moi-même personnellement. Perso, quand j'ai commencé le marketing, c'était pas du tout ça qui m'avait attiré. C'était pas le fait de parrainer, et même c'était plutôt quelque chose qui m'intéressait pas, et même ça me freinait un peu plus à me lancer. Je me suis dit, c'est un petit peu chiant de devoir en parler. Moi, je suis assez introverti, on va dire, et ça m'intéressait pas forcément. Et puis, je me suis dit, si j'apprends le trading, c'est comme le vélo, je vais jamais l'oublier. Donc moi, mon but premier, c'était ça.
Et après, j'ai commencé en fait à en parler à 1, 2, 3, 4 amis. Et puis, j'ai commencé à créer une équipe, créer des liens, partir en voyage, etc. avec ces mêmes personnes. Et puis, j'ai commencé vraiment à kiffer, à m'intéresser, à justement aider, accompagner, permettre à des personnes de pouvoir générer pas mal de revenus. Et je pense à la différence d'ACN, c'est que ACN, tout le monde connaît, mais pas notre génération de jeunes, entre guillemets, aujourd'hui. C'était l'ancienne génération. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, des fois, je prends des Uber, des mecs qui ont ton âge ou un peu plus vieux ou quoi, ils connaissent tous ACN. Car moi-même, je sais pas si tu savais, mais c'est interdit maintenant de faire du porte-à-porte dans le marketing relationnel en France. D'accord. Parce que les gens d'ACN ont trop forcé sur ça. Oh, bah, Les mecs partaient à 20-30 dans des cités Exact. et ils allaient sonner à chaque porte pour essayer de leur vendre des Oui, trucs. et c'était des abonnements téléphoniques. Après, on a eu de l'EDF. Et puis, Ouais. en gros, chaque contrat te rapportait, je crois, 6 points. Ou passer des anciennes ACN, corrigez-moi. Ça te rapportait 6 points. Et oui, on avait une technique de vente. C'était est-ce que tu veux bien me rendre un service? Tu vois, je viens de voir Max. Est-ce que tu veux bien me rendre un service? Ouais, je viens de me lancer. J'ai juste besoin d'un petit contrat. Voilà et tout. Moi, j'ai fait passer comme ça. Et pareil, et la société. Alors, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave. Il disait que oui, c'était les moins chers et tout ça. Puis en fait, moi, j'ai passé chez mes parents, j'ai passé chez mes tantes, tout ça. Puis tout le monde, tu sais, les gens, le téléphone, c'était pas comme aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, moi, j'ai mon appartement suisse, j'ai pas de ligne téléphonique, j'ai une ligne internet. Je sais pas, moi, si vous dans vos appartements, vous avez des 01. Non, c'est fini ça. Ouais, c'est D'accord. fini, ouais. Mais à l'époque où moi, je lance le marketing de réseau, on était quoi? On était en 2010, de 11. Les gens, ils sont encore attachés à leur numéro. Moi, je me rappelle, mon père, il me disait, ouais, c'est mon numéro France Télécom. C'est celui depuis 88. Je suis arrivé ici. Voilà, je veux le garder. T'es sûr que je vais pas perdre mon numéro? Alors qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, tu cooptais les gens comme ça, tu signais. Mais en gros, la société, même si tu signais, tu pouvais pas trop gagner d'argent. T'avais vraiment deux business models. Tu avais donc la captation de nouveaux prospects Ouais. et tu avais en même temps le fait de ramener des gens dans ton équipe. Et on avait un pack de démarrage. Si je me trompe pas, c'était 489 €. Donc, tu vois, c'est 489 € de 2020. Toi, le financier, 489 € de Ouais, là, 2010. ce serait facilement le double. Ça serait quoi? Ça serait pratiquement 800 €, hein? Ouais, même presque 1000 avec l'inflation, là. Pratiquement 1000 €. Ouais. Et on signait les gens comme ça. Et au final, en plus, tu signais ta petite mère, ta petite tante qui te disait non, mais voilà, moi et tout. Au final, elle se retrouve chez de tarifs. Il double, il faisait x2. Après la résiliation, c'était tout un problème. Et j'ai l'impression que le marketing de réseau, tu vois, Tupperware, Ouais. ça marche bien parce que les gens ne sont pas agressifs. Pas aux États-Unis. En France, en tout cas en Europe occidentale, j'ai l'impression que le marketing de réseau va fonctionner quand les gens ne vont pas être agressifs. Si les gens sont juste gentils pour aller récupérer 140 €, 200 € de commission, je vends quelques boîtes, ça me fait un petit complément de revenu, ce qui est la base du marketing de réseau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tupperware, on n'a jamais entendu truc. Mais tous les produits hyper sexy qu'on a vu venir, ou derrière on fait de la captation client comme pas possible, toujours, ça finit par des problèmes. Et toi, ça t'a jamais tenté, toi, Max, le marketing de réseau? Ah Pourquoi? non. Bah, juste le principe de base de devoir, enfin, de dépendre des autres pour pouvoir générer son revenu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, c'est vrai que la plupart du temps, dans le MLM, les gens ont tendance à se retourner au début vers les personnes proches. Ouais. Et donc, du coup, ce qui fait que ça arrive souvent aussi de te mettre à dos ton entourage. Enfin, je pense que Ouais. tu as dû avoir des soucis. Ah, au Et début, ouais. non, moi je suis hyper indépendant sur ça. Moi je veux être le seul maître de mes revenus en fait, tout simplement. Et c'est vrai que là, je suis un peu comme toi, hein, plutôt discret, je me montre pas trop sur les réseaux et tout. Et c'est vrai que quand tu fais du marketing de réseau, tu es quand même obligé de travailler ton image, etc. Donc c'est tous ces petits trucs-là qui fait que j'ai jamais été Mais c'est un fasciné. boulot à part entière. Oui, oui, non, mais j'en doute pas, hein, mais ça me fascine pas, perso. Non, là, là, on te promettrait un réseau avec 500 membres, un Rien résiduel, du tout. Ah un non. salaire. Je l'offre à quelqu'un d'autre s'il veut. Ouais, Y a toi, pas de non. souci. Moi je veux la liberté avant tout. Mais tu sais que c'est une superbe école, le marketing de réseau. Oui, peut-être, c'est bien. T'en retires quoi, toi, de toutes ces années? Tiens, encore, moi, je suis plus, Ouais. t'en retires quoi? Franchement, comme il a pu dire Max, avant, j'étais très introverti, très sur moi. Enfin, j'aime pas trop parler, m'exposer sur les réseaux. Et puis, le fait de pouvoir apprendre des compétences qu'on n'apprend pas tous les jours, gérer mon argent, même sans parler de trading, sans parler de tout ça, de ce que ça apprend le marketing, peu importe dans n'importe quelle industrie on est, enfin dans n'importe quel réseau qu'on est, c'est la manière de vendre. C'est-à-dire aujourd'hui, tu sais vendre quelque chose à quelqu'un,
tu sais toute ta vie. Moi, je sais que par exemple, demain, tu me mets une crème bronzante ici, tu me dis tu dois le vendre à toutes ces personnes-là. Bah, je fais ça en 2 secondes, tu vois. Donc, tu peux faire un Je marketing peux de faire, crème maintenant. je peux faire ce que je veux, tu vois, littéralement. Je crée un business de bouteilles d'eau. Tu dois me vendre cette bouteille d'eau à toutes ces personnes qui sont là et ça doit être la bouteille d'eau numéro 1. Ok, bah, je sais comment je vais faire, tac, tac, tac. Donc, ouais, en fait, c'est des compétences indirectes parce que tu t'inscris pas pour ça, mais qui viennent après. Et ouais, c'est une école formidable. La plupart des gens d'ACN, il y en a plein aujourd'hui qui font du business et tout, du drop, qui ont des grandes marques, etc., qui ont commencé par du marketing relationnel, notamment ACN, parce qu'à l'époque c'était un taulier. Ils en retiennent que des bons souvenirs parce que ça leur a tout appris. Moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées dans des cafés et tout, qui étaient chez ACN, qui étaient même Kiani, etc., des grosses boîtes, etc. Bah ils ont derrière ouvert des sociétés, des locations de voitures, des trucs, et ils ont dit, moi, ça m'a tout appris. J'ai pas fait énormément d'argent, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. La société, ça s'est mal terminé. Mais derrière, on n'en retient que des choses positives parce que j'ai eu des compétences incroyables. Et moi, c'est la même chose. J'ai eu des connaissances, j'ai eu des compétences. J'ai eu aussi un carnet d'adresses qui est très, très, très fourni. C'est ça qui est bien. On s'est rencontrés dans un marketing relationnel. Donc, ça qui est bien, c'est que tu rencontres des gens qui ont les mêmes envies que toi. Tu as un cercle qui est créé par la suite. Et c'est ça, personnellement, que moi, j'ai kiffé dans ce business et je kiffe toujours au quotidien. Le marketing de réseau a fait changer ton entourage. Ouais, totalement. C'est voilà le fait t'es avec ta bande de gars et vous faites de l'argent. Vous kiffez, vous apprenez, vous dupliquez vos compétences, vos connaissances. C'est peut-être compliqué, et c'est même souvent compliqué quand tu es tout seul chez toi de trader. Voilà, des fois, tu as peut-être des coups de mou où tu dois te vider la tête. Et je sais que moi, le marketing relationnel, bah, le fait que je sois avec mes potes, par exemple, hier, on était chez Coiffeur avec des gars du business et tout. Et on a pris tous un trade sur le Bitcoin à la vente. On s'est réveillé ce matin, on s'est appelé, on a dit waouh, incroyable, on a pris un super trade, c'est magnifique. Et tu vois, c'est cet aspect de bah, on s'entraide tous ensemble. Tu penses quoi, toi, du Bitcoin? Ah oui, moi, je pense qu'il va chuter. Ouais, moi, j'ai telle ou telle confirmation. Moi, j'ai ça. Bah, dans ta bande de potes, on va pas se mentir, quand t'as 20 ans, 25 ans, ça parle de meufs, ça parle de boîtes, ça parle de sorties, ça parle de play, ça parle de plein de trucs, mais qui vont pas forcément t'apporter quelque chose dans ta vie. Alors que là-dedans, bah, moi, ce que je parle avec mes potes aujourd'hui quotidiennement, c'est d'investissement, c'est de faire un peu plus d'argent, c'est de compétences, c'est de... Même quand on sort au cinéma, on se dit, ah ouais, là, il y a un business qu'on pourrait lancer sur ça. Là, en fait, on est tout le temps en mastermind 24 heures sur 24. Beaucoup de gens parlent du marketing de réseau en négatif, tu vois. Moi, je comprends, mais parlons aussi du positif. Et moi, ça a radicalement changé ma vie parce que, comme tu dis, trader en groupe, le trading participatif, c'est positif, c'est négatif, pas de problème. Mais trader en groupe, Covid, le trading participatif, le groupe qu'on avait. Alors aujourd'hui, chacun s'est séparé. On avait un groupe, je crois, on était à peu près, 14 personnes. Aujourd'hui, chacun, il y a un petit noyau dur qui est resté. Enfin, ça partait dans tous les sens. Les gens, ils nous écrivaient tous les jours pour pouvoir être avec nous, pour nous côtoyer. Et sincèrement, moi, tous mes bons résultats en trading, tu sais, le trading participatif, tu apprends de l'un de l'autre. J'apprends de toi, tu apprends de moi. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah là, t'aurais géré comment? Et aussi, ça ouvre le champ des possibilités. Et quand tu te lances dans l'investissement, et là où le marketing de réseau m'a beaucoup aidé, c'est que dans ces petits groupes-là, ton environnement, tu comprends que pour te développer, tu dois aujourd'hui quitter l'environnement dans lequel tu es. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. C'est que ta vie, avant le marketing au point où tu rencontres le marketing, bah, c'est une suite de conséquences et d'actions que tu as pris et mises en place par rapport à ton entourage. Moi, j'aime bien le dire. Tu traînes avec 5 mecs qui fument, tu n'avais pas envie de fumer, tu sais pas pourquoi, tu as envie de prendre une clope. Je fume, ouais. Tu traînes avec 5 mecs qui trompent leur meuf, tu sais pas pourquoi, tu as envie de tromper ta meuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est l'effet de groupe. Exactement, Et ben, c'est exactement la même chose que moi j'ai aimé avec les investissements financiers, c'était que, bah ouais, voilà, on investit, tout ça, ouais, j'ai posé comme ça, un tel, puis tu le suis, puis en même temps, tu apprends à te développer. Quand tu comprends que ton environnement de travail doit changer, ton entourage doit changer, moi, c'est vraiment là où j'ai vu un radical changement à travers ma personne, c'est que j'ai changé du jour au lendemain mon entourage. J'ai toujours mes potes d'enfants, j'ai vraiment gardé un noyau très dur, mais vraiment restreint. Ouais, également. Mais après, il y a une bonne partie qui ont dégagé, même des collègues de travail, parce qu'à un moment donné aussi, toi, tu viens du secteur de la banque, Max, mais tu pourras me dire comment ça se passe chez vous, juste après. Tu sais, des fois, avant Covid, tu disais aux gens d'investir, ouais, vas-y ton truc, ouais, vas-y, ça sert à rien. Puis quand le Bitcoin, il était tout le temps, ah, mais ouais. Je me rappelle, je crois que tu avais mis une story une fois où tu disais que tu as un groupe WhatsApp avec des anciens potes à toi. Yes. Et que quand on vient parler d'investissement, ouais, tu penses quoi de ça?
Ça Ouais. veut dire que toi, tu dois vendre justement à ce moment-là, parce que quand eux, ils commencent à en entendre parler, Exact. c'est que c'est trop tard. C'est que c'est trop tard. Ouais. Et à la rigueur, c'est l'une des erreurs quand même que j'ai faites, c'est que moi, mon baromètre, c'était mon père. Alors mon père, c'est un super homme d'affaires. Le business, l'Afrique, la résolution de problèmes orientés tous les jours, un super homme d'affaires. Par contre, si lui, il me commence à me parler de Bitcoin, ouais, est-ce que je dois acheter? Ok. Et je crois que même, il se reconnaîtra, et tu mettras un commentaire, mon ami Benjamin, c'était la même chose. Il disait que il attendait que dans les membres de sa famille, quand ses membres de sa famille commençaient à lui dire hey, tu penses quoi de Bitcoin? Hey, tu penses quoi de l'Ethereum? C'est que c'était beaucoup trop tard. C'est un principe qu'on a aussi sur les marchés actions. c'est Sur ça tous les marchés. Enfin, c'est à chaque fois que, Ouais, comme c'est vous le dites, cycle, ouais. c'est exactement, c'est le cycle. C'est quand un projet est intéressant, personne ne le connaît. Tu sais, donc généralement, c'est les institutionnels qui se placent ou vraiment les experts qui connaissent, etc. Et quand, moi, c'est plutôt quand ça passe à la télé. Ouais, que ça passe à la télé. Dès que ça passe aux informations, dès que tu vois une pub dessus ou quoi que ce soit, dès que ça passe à la télé, tu sais qu'il faut vendre. Parce que là, tu arrives où ça va être tous les gens qui ne s'y connaissent pas, qui vont rentrer sur le marché. Et donc, du coup, tous ceux qui s'y connaissent, qui sont rentrés plus tôt, vont prendre les billes et vont s'orienter vers autre chose. Donc tu rates potentiellement encore un 60% latent. Non, mais tu laisses toujours une petite position à la limite, tu Ok. vois. Mais tu prends le gros de ta position au moment où tout le monde commence à s'y intéresser. Qu'est-ce que tu as appris, toi, de toutes ces années dans le trading? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre? Franchement, j'ai appris une chose, c'est que c'est pas simple. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire croire, entre guillemets, miroiter, que c'est de l'argent facile. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, on en reparle encore, mais d'un gars qui disait, regardez, tout ça c'est grâce au trading. Et il avait une liasse comme ça de billets. Et en plus, derrière, il y avait un mec qui nettoyait la piscine, il était à Bali ou je sais pas quoi. Et le mec s'était fait débunker. En gros, il y a un mec, il a dit, voilà, je l'ai croisé, je lui ai demandé comment il avait fait. Et il m'a dit, en fait, j'ai créé un faux broker et tout l'argent, il allait dans ma poche. Et le mec, il était expatrié, je sais pas où. Mais en gros, Un faux broker? ouais, il avait créé un faux broker. C'est quoi ça? En gros, tu penses que tu mets de l'argent sur un fonds, Ouais. un broker, tu vois. Mais en fait, non, ça va directement dans sa poche. Donc, genre comme Vantage, Ouais, on appelle exactement. ça Chris, Alex et Max. Voilà. Ouais. On dit, ouais, les gens allaient trader là-bas Allez, et il tout. fait comme si c'était Et un puis on lien, envoie ouais. des positions, mais tous les dépôts, c'est dans notre poche. Tous les dépôts. Ouais, ça. c'est ça. En le fait, droit il a dû Ah, créer un c'est pas, site. vraiment pas le droit. Il y en a vraiment pas le droit. C'est pas légal. Non, mais tu crées juste un site Ouais, avec tu le crées un module site, de tu vois. paiement vers ton compte et c'est bon. Ouais, c'est juste ça. Et le mec est basé, je sais pas où, à l'étranger. Et t'es ciao, tu Après, vois. bon c'est courage fini. pour le retrouver. Quoi C'est marrant. Ah ouais, ouais. VPN, tout ça, c'est fini. Et le mec avait dit ça et il était tout fier. Hein. Il avait raconté ça et tout, il était super Il fier. a carotte les gens, là. Ouais, il a carotte les gens, ouais. C'est vrai. Et en gros, ouais, bah, pour en revenir à ce que je disais, moi, c'était. Au début, je pensais pas que c'était simple. Mais avec tout ce qui était en train de miroiter, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et puis, je suis rentré dans le trading. Et moi, dans mon parcours, ce qui est intéressant, c'est que j'ai connu toutes les phases. Première phase, j'ai eu la phase de l'ego. Oh, moi, j'ai pas besoin de ça, ça y est, c'est bon. Je connais un petit peu, j'ai vu des vidéos sur Internet. C'est bon, je pose mon argent, je sais ce que je fais. J'ai vu quelques vidéos, je me suis formé rapidement, c'est bon. Bam, première baffe. T'as pas Ensuite, gagné? Même pas un j'ai peu? Rien du tout. Vraiment pas du tout. J'ai vraiment cramé directement. Combien? Premier compte, je gagnais pas beaucoup. J'ai gagné 500 euros, j'ai mettre 100 euros, 200 euros. Pour moi, c'était énorme à ce moment-là. Donc, pouf, je crame. Et là, je passe à me dire, ok, faut peut-être que je regarde un petit peu. Je commence, mais des fois, j'ai des petites tentations qui viennent. Je me dis, ok, est-ce que je vais pas toucher un petit peu à l'or là maintenant? Ok, je pose 100 euros, on va voir ce que ça donne. J'analyse pas, je pose au pif. Bam, deuxième baffe. Et puis en fait, T'as pas de chance du débutant, toi. non, pas de chance du débutant. Et après, bon, je gagnais quand même des fois, tu vois. Mais forcément, derrière, ça crée encore plus de cupidité. Et baf, baf, baf. Donc j'ai dû peut-être cramer les 600 euros, 1000 euros dès le début. Et donc là, j'ai commencé à me dire, ok, il faut quand même que je pense à me remettre en question. Parce que là, j'ai trop l'impression, enfin, je connais rien, mais dans ma tête, je suis un boss, entre guillemets. Donc j'avais la première phase de la surconfiance. Après, je suis rentré dans la phase de la sous-confiance. Je commence à me former. Je suis en démo. Je suis plutôt bon en démo, mais en réel, j'ai une peur bleue. Et J'ai t'oses peur pas- de lancer des trades, ouais, t'oses exactement. pas des. Ouais. je vois Max, tout à tu fait. sais expliquer ça comment, toi? Je sais pas, je pense que c'est humain, tu vois. Comme tu as dit, tu es passé, je pense, par toutes les étapes, et on est tous passés par là, à mon avis. Ouais. Hein. Par toutes les étapes où au début, tu commences à t'y connaître, tu dis, tu as la phase de c'est bon, je maîtrise, etc. machin, et puis le marché te remet à ta place. Donc du coup, tu dis non, en fait, je vais pas faire n'importe quoi, je vais me concentrer. Puis au final, tu veux tellement faire les choses bien que tu n'oses plus. Exactement, ouais, c'est T'oses ça. plus redégainer derrière. Et après, bah, je pense que ta troisième phase, ça a été le juste milieu des deux. Et justement, tu as trouvé ton Ouais. propre Et trading. pour moi, le compte démo, c'est de la connerie. Hein. Bah, en vrai, de vrai, ça, Mais- ça dépend. Pour moi, il est juste bon à manipuler des outils. En plus, j'avais vu un réel à toi où tu disais ne faites pas de démo ou Ouais. quelque chose comme ça, ouais. Et j'étais plutôt d'accord T'es avec pas- toi. T'es pas d'accord avec moi? J'étais d'accord avec toi,
mais sur un aspect où si tu as déjà de l'argent, on va dire entre guillemets, quelqu'un qui, comme moi, à ce moment-là, n'avait vraiment rien, tu vois, je gagnais 500 par mois, j'étais alternant, j'avais pas le choix que tester en démo. Mais j'ai réussi en fait à me mentir à moi-même, entre guillemets, où j'ai ouvert un compte, j'ai cramé plus de la moitié, mais en faisant exprès en démo, pour que j'ai juste 200 euros, et je partais vraiment comme si c'était mon compte réel. Et j'ai tradé comme ça, et après, quand j'ai fait le changement du réel, enfin de la démo au réel, le switch il s'est fait naturellement. J'ai pas eu peur, j'ai été tranquille, tu vois. Et c'est ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est le fait de retourner, enfin, d'aller en démo, de tester en démo ma stratégie, de voir que de réussir à gérer mon risque, etc. Et après de repartir. Mais c'est vrai que avant, j'ai dû quand même passer par le réel, entre guillemets, pour me rendre compte de mes erreurs. Mais bon, si aujourd'hui je peux donner un conseil, c'est d'éviter de perdre de l'argent bêtement. Formez-vous vraiment. Et on se forme où? Ah, ça, c'est la bonne question. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc dans ce domaine de la formation du trading, c'est que pour devenir bon, il faut sortir des thunes. Sauf que quand tu commences, t'as pas de thunes. Ouais, Tu peux pas. L'autre fois, j'ai rencontré un trader. Le mec, il était bon, il me sort sa formation à 10 000 balles. Ouais. Alors aujourd'hui, moi, j'ai les moyens de payer 10 000 balles. Mais le mec qui veut se lancer dans le trading, qui a vu 3-4 gars sur Telegram, avec des liasses billets de téléphone et tout, il fait comment, lui, pour... Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est facile, je pense. Là, aujourd'hui, on est 3 mecs rentables, on vit du trading, on a nos thunes. C'est facile, là, dans un podcast, de venir dire « Ouais, les gars, formez-vous ». Mais pour se former, faut des billes aussi. Donc, on se forme où? Comment Déjà, un truc tout bête, mais plutôt que de cramer, je pense, plusieurs comptes réels quand tu débutes. Et tu sais, généralement, ça se passe comme ça, hein. Les gens, ils crament 1, 2, 3, 4 comptes réels. Et puis après, ils disent, ah, faudrait peut-être que je paye une formation quand même. Bah, prends le problème à l'envers. Tu vois, entraîne-toi ta stratégie sur des comptes démo et l'argent que tu l'économises pour te payer une vraie formation de qualité. Et une fois que tu as fini ta formation, là, tu commenceras justement en réel. Enfin, je pense que c'est le mieux pour les gens. Et on fait quoi? On tape sur Google formation trading gratuite? Après ça, faut faire attention parce que moi, je forme des gens quotidiennement. Il y a des mecs qui viennent d'Internet, c'est-à-dire des mecs qui viennent je me suis formé gratuitement. Et c'est les mecs qui mélangent tout parce qu'il y a tellement de principes aujourd'hui en trading que tu as des mecs qui vont commencer avec du SMC. T'imagines, le mec commence avec l'un des principes les plus compliqués, entre guillemets, en trading. Et ensuite, derrière, il va... En fait, parce qu'il regarde plein de youtubeurs. Un youtubeur qui fait ça, ensuite, ils vont regarder lui, mais les mecs traitent même pas pareil. Ensuite, il va regarder ça. Ensuite, par exemple, il y a un gars qui avait appris le trading juste sur les futurs. Donc, il regarde un youtubeur sur ça. Le future market, hein. Le future market, ouais, pardon. Ouais. Sur les Donc, carnet d'ordre, DOM market, Exactement. tout ça, ok. Et le mec n'arrivait pas à comprendre les lots. Un truc basique, hein. Et il comprenait pas comment ça existe. Genre, il comprenait pas. Je dis, mais frérot. Et je lui dis à un moment donné, j'ai oublié tout ce que tu as appris sur Internet. Parce qu'il trade antique. Exact. Ouais. Et il n'arrivait pas à comprendre. Genre, vraiment, alors qu'il était plutôt bon en trading, mais il n'arrivait pas à se rentrer dans la tête que les lots, c'est comme ça, l'effet de levier, ceci. Il n'arrivait pas. C'était un blocage. Il était bloqué. Et encore, ça c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui sont vraiment totalement paumés, mais paumés, qui racontent n'importe quoi parce qu'ils ont vu quelques vidéos. Mais c'est pas le problème de voir quelques vidéos. Tu peux te former sur des youtubeurs, mais ce qu'ils vont tout regarder. Ils vont regarder l'académie de lui. Ensuite, ils vont regarder un mec qui trade même pas peut-être sur le même marché, qui fait peut-être des actions, qui fait peut-être des indices. L'autre, il va regarder sur le forex. En plus, il y a tellement de principes aujourd'hui dans le domaine du forex. Ils vont ils vont se mélanger à 100%, ils vont être perdus, et même ça se trouve, il va pas avoir de chance, il va tomber sur la formation d'un gars, et ça se trouve, le mec, sa formation, et c'est l'un des problèmes, c'est qu'elle est peut-être pas à jour, tu vois. Peut-être du trading qui date de 2-3 ans, et c'est plus la même chose que maintenant, il faut s'adapter, etc. Donc ça que c'est compliqué, on va dire, aujourd'hui, pour quelqu'un de lambda, de vraiment se dire, ok, il faut que je trouve ça. Je pense, pour moi, la réelle solution, c'est de s'informer déjà d'ores et déjà sur Internet, de regarder un petit peu, prendre des pincettes à chaque fois avec chacun des contenus, et après d'essayer de trouver le trading qui, toi, te parlerait le mieux. Et après, quoi qu'il arrive, pour moi, à mon sens, pour être rentable, il faut trouver un mentor, trouver quelqu'un qui te coach. Pour moi, c'est pas une formation qu'il faut, c'est un coach. C'est quelqu'un qui te colle, entre guillemets, comme à la salle. Ce qui paye le plus, c'est pas regarder des vidéos, c'est un mec qui te coach, qui t'accompagne. Je pense qu'en trading, ce qu'il faut, c'est que tu trouves un mentor et que tu suives un petit peu son parcours, que tu fasses un petit peu comme lui. Ça peut être un mentor physique, hein, ça peut être quelqu'un que tu paies, etc. Comme ça peut être un mentor virtuel, c'est quelqu'un qui, tu regardes ses vidéos, ça peut être des Américains, ça peut être des Français, ça peut être n'importe qui, mais vraiment, tu essayes de comprendre un peu son parcours, tu essayes de comprendre comment lui il fait, et tu le suis, quoi, tout simplement. C'est quoi pour vous, Max, on commence par toi, c'est quoi le pire red flag pour ne pas suivre un formateur? Des RR négatifs. C'est quoi que tu appelles RR négatif? Non, mais tu sais, les personnes qui vont te partager des positions ou des plans de trading
et que ça va aller chercher un TP à 10 points avec des SL à 200 points. Ça, pour moi, ce n'est même pas du trading. C'est, comme on disait la dernière fois, autant acheter un ticket de loto, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Ça, pour toi, c'est le pire, Ah non, c'est le pire direct, red flag. direct. Et après, deuxième chose, c'est aussi, tu le vois tout de suite, et ça, on fait en plus pas besoin de mentor ou quoi que ce soit pour s'informer, mais sur la fondamentale, t'as pas besoin d'argent, tu vois. Donc ça, déjà, dans un premier temps, je pense que pour ceux qui se lancent dedans, avant de parler de formation et tout, informez-vous sur l'économie, sur les principes de base. Il y a énormément de sites internet gratuits. Voilà. Et quand tu as des formateurs, ou ne serait-ce que dans un discours de fonda, parce que on connaît, tu vois, que tu vois des erreurs énormissimes, red flag direct. Tu sais, non, tu peux pas être un trader si les notions de base, de fondamentales, tu ne les comprends pas et tu les répètes juste parce que tu as lu un truc à droite à gauche. Ok. Voilà, ça c'est red flag. Donc, Fonda, les risk-reward et la fonda. voilà, c'est Pour ça. toi, red flag? Moi, ça serait, j'avais envie de dire au début, ne pas respecter le money management ou, à la rigueur, voilà, ça c'est bien. Quelqu'un on voit souvent ça sur les canaux Telegram, t'as 500 €, tu mets un lot de 0,05, Ok. etc., etc., etc. Alors que c'est totalement faux, tu vois. Et moi, quand j'ai commencé le trading, On a commencé chez on m'avait Coréen, appris c'est ça, ouais. tu vois. Et quand j'ai appris comment on calculait vraiment un lot, Bah, je me c'est suis par dit, mais rapport on à- m'a menti c'est- depuis ouais, le ouais. début, Bah tu ouais. vois. Et ouais, ça, au début, moi, j'étais convaincu que c'était comme ça. Et puis, je comprenais pas comment, avec le même lot, je pouvais perdre plus d'argent sur un trade Ouais. que sur l'autre. Ouais. Et je me disais, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Comment je peux perdre 100 balles sur lui et lui, je perds 20 €, c'est le même lot, Ouais. c'est le même SL. Ouais. Et après, j'ai appris petit à petit, voilà, comment calculer un lot, etc. Mais ouais, en gros, important, les gens qui se forment sur Telegram ou qui écoutent, voilà, il y a même, on voit souvent un message passer, voilà, le vocabulaire du trading, TP Ouais. égale take profit, nanana. Et on voit juste ça envoyé sur les canaux Telegram, etc. Donc ouais, non, ça, c'est gros red flag quand un game sort ça, j'ai dit, ok, Ok. on va revoir les bases. Ok. J'ai deux red flags. Le premier red flag, alors vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais pour moi, le premier red flag vraiment, c'est quand un trader me parle plus de son lifestyle que du trading pur. Ouais. Exactement. On a le droit, je connais des traders qui ont des montres, qui ont des Rolex, qui ont des maisons, qui ont un style de vie incroyable. Mais à partir du moment où tu me parles plus de ton lifestyle que de ton analyse, pour moi, gros red flag. Ouais. Si tu me parles, ouais, j'ai fait 6, moi aussi j'ai dépensé 60 000 balles, j'ai acheté ça, well done, pas de problème. Donne-moi l'équivalent du temps que tu donnes au lifestyle, donne-le-moi en trading. Donne-moi une analyse, donne-moi une réflexion, donne-moi quelque chose. Tout à C'est fait. déjà à partir du moment où tu me fais pas ça, ça pour moi, ça c'est un premier red flag. Vendre des formations, pour moi, c'est pas un red flag du tout. C'est pas parce que aujourd'hui tu peux avoir des compétences que tu peux monétiser. Aujourd'hui tu as un mec comme Philippe Etchebest, il est bien sur YouTube, hein. Est-ce que ça veut dire que Philippe Etchebest il gagne pas d'argent parce qu'il fait des masterclass, parce que non, mais n'importe quoi, c'est de la merde. Mais le premier red flag, c'est comme j'ai dit, c'est quand tu me parles plus de lifestyle que de trading. Et le deuxième red flag pour moi, c'est les traders qui ont plus de 4 actifs à leur bilan. C'est-à-dire, le mec, il me trade DAX, Gold. Gold, Euro. NZD-USD, EUR-CHF, JPY-CHF, NZD-CHF, ETH-USD, ta mère USD, ton père USD. Ah ouais, non, mais non. Là, pour moi, le liste quand tu as un bilan, le bilan il est long comme la liste de courses de ta mère, Voilà. où tu as plein de positions qui partent dans tous les sens. Du Voilà. rouge, du bleu, Du- du rouge, du bleu. Ouais, du c'est- rouge, du bleu, ouais. Ouais. Non, beaucoup tu de peux logique. enfin pas être sur plus de 4 actifs. Et je sais pas, enfin, on y vient tout à l'heure parce que toi aussi je vais te faire là-dessus. Mais Marc, t'es d'accord avec moi que quand je vois tout le temps qu'on passe, ne serait-ce que sur le Gold, sur le DAX et sur Dow Jones, parce que c'est celui où on est le plus, Ouais. je vois le temps que ça me prend en journalier et en hebdomadaire. Et je me dis, mais comment on faisait avant pour croire, tu sais, les mecs, ils t'envoient des positions, mais ça va, surtout sur le Forex, ça va, mais dans tous les sens. Non, vraiment se familiariser avec quelques actifs, et c'est là aussi que tu fais des bonnes perfs. Moi, dans ma journée, j'attends, quoi. Je me réveille le matin, c'est bon, je regarde comment ça se pose, Ouais. je me pose et tout. Mais à partir de 14h, moi, on m'appelle plus, quoi. Moi, mon téléphone, il est en mode concentration. Ouais. J'aime bien le dire, si ma mère claque pendant la session américaine, je vais le savoir à 16h30. Ouais. C'est-à-dire, donc, il n'y a rien qui va venir me déranger parce que je suis focus, parce que je dois pas rater l'ouverture. Je dois vérifier que l'ouverture américaine va aller dans le sens de la session européenne et asiatique et
américaine J-1, Ouais. voir si on est toujours dans la continuation de la tendance, voir si le marché va aller chercher des key levels, à quel niveau il va venir. Et puis des fois, le fait de trader comme ça fait que des fois ta journée elle est finie dans le pré-market. C'est-à-dire le marché n'a même pas encore ouvert. Ouais. Sur le pré-market, tu as pris ton impulsion, tu prends ton 4, 5, 6%. Voilà. Des fois aussi, ça va s'annuler. Hein. Des fois, on prend des -1, on prend des -3. Des fois, on va augmenter un peu de risque, partir chercher du -4, du -5. Mais ouais, moi, j'aime bien cette approche-là. C'est pour ça que moi, j'aime bien les marchés américains. C'est que, dans mon emploi du temps de ma vie, le moment où je suis le plus tranquille pour trader, c'est la session américaine. En plus, on a de la chance ici, en France, en tout cas en Europe, parce que la session américaine, elle tombe pendant l'après-midi, tu T'es vois. déjà allé à C'est Bali, toi? Non, jamais. Moi, j'ai mon pote, J'imagine, ouais. encore mon pote Benjamin. Frérot, je parle de lui tout le temps et tout. N'oublie pas de mettre un commentaire. Hein. Et lui, il m'a dit que Bali n'était absolument pas le bon endroit pour trader Ouais. parce que quand on est réveillé, grosso modo, la session américaine, elle est en -1, c'est-à-dire que quand c'est le clôture. matin, eux, ils sont en clôture, exactement. Quand ils se réveillent, c'est la clôture de la session américaine et la session européenne laisse tomber. C'est pas possible. Le pas soir, possible, un truc ouais. comme ça. Ouais. Et il m'avait dit qu'en gros, tu traites la session asiatique et que bah, tu n'avais non. pas du tout les mouvements les plus importants, quoi. Ouais, Non, exact. le- ouais. Donc, que Bali, C'est c'était pas le bon moment. Moi, quand je vais aux États-Unis, pareil, je suis toujours perturbé parce que moi, je suis un lève-tard. J'aime pas me lever à 7 heures. Ouais. J'aime bien me lever à 9 heures, à 10 heures. Mais quand je suis à New York, me lever à 10 heures, frérot, en fait, c'est 17 heures, hein. C'est Ouais. l'équivalent de 17 heures. Donc, en fait, c'est le moment où moi, je finis ma journée Ouais, ouais. habituellement et je peux plus trader. Ouais. Parce qu'en fait, je trade, dans ma tête, je trade une fin de session de journée. Mm. Et je ne Pas connais pareil. pas du tout cette time frame là. Donc en fait, quand je suis aux États-Unis, moi je trade même plus Ouais. parce que ça sert à rien. Et à la rigueur, si je voudrais être un trader performant, il faudrait que je me réveille à 4 heures ou à 5 heures du matin. Ouais. Donc rien qu'à cause de ça, moi j'ai éliminé les États-Unis et l'extrême Asie pour vivre. C'est pour ça qu'on a beaucoup. Moi je trouve de qu'en chance. Europe, on C'est est vrai pas que mal. Hein. On a tiens, beaucoup de le chance, fait ouais. d'être en France, enfin sur ce fuseau horaire-là, Ouais. tu peux trader tous les marchés. Ouais. Tous les marchés dans ta journée. Enfin, moi, je le vois par rapport à mon planning. Moi, enfin, toi, quand tu dors à cette heure-là, moi, c'est session européenne. Tu connais, enfin, moi, Ouais. c'est mon dada. Tu as fait ta session pendant 2 heures. Après, tu sors, tu profites, tu vas bouffer, etc. Tu reviens début d'après-midi, tu fais Tu le fais ton session marché- américaine, ouais. session américaine. Et puis, à la limite, même le soir, Le tu soir, vois, tu plutôt que pourrais. de te mettre un Netflix, et bah, Ouais. tu fais la clôture américaine La clôture jusqu'à 22 heures. Et tu peux aller chercher les enfants à la crèche. Exactement. Mais moi, la petite, elle est avec moi toute la journée. Ouais. Et pour vivre dans le trading, là, ça va. C'est comment les impôts en France pour ça? Moi, je suis en Suisse, donc je sais que Ça dépend. nous, ça va plus ou moins quand même par rapport Ouais. aux gains boursiers, par rapport au trading et tout ça. Mais toi qui es pur trader, parce que Max, il est très investissement, mais c'est comment le trading Bah, en fait, il y a pas mal de préjugés par rapport à ça, parce qu'on entend beaucoup dire, ouais, la France, ça taxe. Oui, ça taxe, mais moi, je le vois plus comme, imaginons demain, tu as un restaurant. Tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires. Tu te mets pas 200 000 euros dans ta poche, tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu vas te verser une partie, mais il faut que tu payes ça, ça, ça. Bah, pour moi, le trading, c'est la même chose. Tu fais X euros par mois, par exemple, en trading. Tu sais déjà, d'ores et déjà, que tu vas pas te mettre ça dans la poche. Moi, je le vois vraiment comme ça, comme si le trading, c'était mon restaurant, mon business. Ouais, c'était chaud. Et Chiffre d'affaires, ouais, quoi. c'est mon chiffre d'affaires. Et en gros, quand tu fais du business, tu apprends à différencier chiffre d'affaires et chiffre que tu te mets dans la poche. Ouais. Et donc, en soi, tu te fais taxer, ça c'est sûr, t'as pas le choix. Mais il faut avoir t'as des bons comptables qui peuvent vraiment t'aider par rapport à tout ça. Moi, j'ai été pas mal aiguillé parce que franchement, j'étais totalement perdu. Encore un truc que on n'apprend pas du tout à l'école. Et moi, créer une société, créer une entreprise, SARL, c'était compliqué. Donc vois, tu les restes en papiers. France? Donc là, actuellement, je reste en France. Après, Oui. est-ce que je vais rester en France? Ah, mais il te faudrait une autre combien question, pour tu vois. quitter la France? En vrai, c'est Il même faudrait que pas. t'arrives. C'est pas une question d'argent? Ouais, c'est pas une question d'argent. Max, toi, c'est une plus, question d'argent aussi? Non, moi, c'est question d'enfant. Ouais, moi Ah, c'est la France, famille aussi, ouais, j'ai Ok. la famille Ça. ici. Et en plus, moi je suis pas vraiment, j'ai pas un pied à terre, c'est-à-dire je suis pas obligé de rester ici. Je suis français, mais je peux partir vivre pendant tant de temps à tel endroit, pendant tant de temps à tel endroit. Ouais. Enfin, moi c'est vraiment ça mon but ultime, c'est vraiment avoir un pied à terre à peu près partout dans le monde. Et rentrer au j'ai- Portugal, t'as jamais pensé? C'est Enfin, pas- même si t'es né en France, mais je veux dire, c'est le pays de tes parents, donc. Ouais, ça pourrait le faire, ouais. Ok. Et les impôts au Portugal, ça donne pas en trading? Pareil, c'est Ça pas va, mal. non, hein, ça c'est va, c'est intéressant, très ouais. bien, notamment sur les crypto-monnaies. Ok. Ils ont essayé de faire passer une loi il y a pas longtemps, elle a été rejetée, essayé d'en remettre une autre. Donc en gros, c'est un peu dans le changement, un peu avec Un tout peu ce qui comme se passe en partout. France. Ouais, c'est un peu comme partout. C'était très bien, mais du jour au lendemain, ça peut partir en cacahuète, tu vois. Ok. Mais tu sais que pour revenir à la fiscalité, certes, en France, on paye, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à un salarié, tu sais, quelqu'un qui touche un salaire, Ouais. ok, tu mets au total, tu as à peu près 42%
de l'argent que ton patron te verse qui part pour l'État. Ok. D'accord? 42%. Alors que toi, quand tu trades, l'État te prend que 30%. Après, bien entendu, tu rajoutes type de société, etc. Ouais. Bien entendu. Mais je te parle vraiment quand tu as un petit trader en compte propre, c'est 30%. Alors que si tu travaillais réellement en salaire, c'est 42%. Donc, même comme ça, tu as un avantage. Même si tu payes beaucoup, tu as quand même un avantage à créer ton propre argent plutôt que d'être salarié. Donc, pour ou contre les impôts? On va pas dire pour ou contre, je pense que ça va dépendre parce qu'il y a des compromis, tu vois. Par exemple, il y a pas mal de gens qui parlent de Dubaï, mais tu as aussi des mauvaises choses à Dubaï, tu vois. Mm. Quand, imaginons, tu vas aller à l'hôpital c'est payant là-bas, ça coûte cher, tu vois. Tu te casses une jambe, tu te casses un truc, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment de pour ou de contre parce que forcément, ça fait chier de payer des impôts, tu vois. Quand tu vois ce que tu dois à l'État, tu te dis, waouh, t'as un peu mal. Ça dépend je pense que ça dépend le degré. Parce que Ouais. c'est tout à fait normal de payer des impôts, mais c'est vrai que passer une certaine tranche où tu as plus de 50% de tes revenus Oui. que tu payes à l'État, où là, en fait, tu as l'impression d'être salarié de l'État, Ouais. et que derrière, bah, au niveau des services publics et tout, ça a pas... Enfin, il y a un delta quand On même. ne peut pas faire la technique des gains latents? en France Je suis pas sûr. Franchement, je suis En pas sûr. gros, tu as des gains latents et puis Ça dépend. tant que tu les as pas clôturés, tu peux pas les Ça comptabiliser dépend, comme revenus. c'est comme je disais, ça dépend sous quel support tu l'utilises. Ou c'est comme pareil, ça dépend sous quelle forme juridique Ouais. que tu le rentres. Donc la France, pour ça, on est hyper complexe, c'est pas comme en Suisse ou Ouais, ailleurs. c'est super complexe. Donc ouais. en fait, sur deux personnes peuvent faire exactement la même chose, avoir le même revenu, mais peuvent avoir deux bases d'imposition complètement différentes. Ok. Ouais, et après Parce ça. qu'il y a énormément de choses et comme t'expliquais, Ouais. faut être du métier justement pour comprendre et si on ne l'est pas, se faire Et accompagner. ça dépend de ce que tu veux faire aussi avec l'argent, tu vois. Si tu veux l'investir, si tu veux le garder, si tu veux investir en immobilier. En gros, il y a plein de niches en France. Il y a plein d'endroits où tu peux justement gérer et diversifier tes revenus. Mais même pour le déclarer, tu as plein de niches. Et c'est pour ça, aujourd'hui, si tu souhaites déclarer tes revenus, moi, on me demande souvent comment tu fais. Je dis, mais moi, en fait, ce que je fais, ça va peut-être pas être comme toi. Ça se trouve, tu vas être plus imposé, moins imposé. Ça, en fait, il faut aller voir un expert comptable. Il y en a plein. Dès que tu fais de l'argent, tu t'inquiètes pas qu'ils vont vraiment t'aider, ils vont t'accompagner, mais c'est propre à chacun. Il y a plein de niches, c'est pas comme à Dubaï, en Suisse, je sais pas comment c'est, mais où tu as un truc et tout le monde fait ça. En France, il y a plein de niches, il y a plein d'endroits, il y a plein de... Ouais, il y a plein de subtilités, exactement, ouais. Donc, pas de Dubaï pour toi. Potentiellement, pourquoi pas, mais comme Yomi, il a dit un truc qui est intéressant, il a dit, une fois, on dit souvent aux gens, voilà, comment faire pour gagner plus d'argent, mais il y a un truc tout bête, c'est tu peux gagner plus d'argent si demain tu payes 0% d'impôt. Et il a dit, moi, la raison première pour laquelle lui, il était venu à Dubaï, c'est que je voulais faire plus d'argent, forcément, mais je me suis dit, mais si déjà, je suis imposé à 0%, je vais économiser plus d'argent déjà. Donc c'est comme si je faisais plus d'argent. Donc à vrai dire, faut voir, tu vois. Dans l'optique, là, dans les années à venir ou quoi, peut-être pas forcément, mais par la suite, si je vois que voilà, ça commence à hauteur de 70%, tu vois ce que je veux dire, là, ça fait super mal, tu vois ce que... Tu sais pourquoi moi je suis pas parti à Dubaï? Pourquoi? Les enfants Ah oui. et la forcément. famille. Parce que j'ai un grand gamin qui aujourd'hui il a 13, le deuxième il va avoir 3 et la première elle a 1. J'ai des contacts à Dubaï, tout ça. Puis le problème, c'est pas si moi je vais bien vivre. Une amie m'a dit, grosso modo, avec tes enfants, tu vas passer entre les malls, chez toi, et dans la voiture, la clim à fond. C'est vraiment pas top pour les enfants. Si tu n'avais pas d'enfants, et je leur dis, si j'avais pas d'enfants, et juste moi et ma femme, je serais déjà parti. Je serais déjà parti. Non pas que la Suisse est cool en termes d'impôts, mais c'est plus pour les opportunités de business, c'est Ouais. plus pour l'argent, parce que Dubaï, pour l'avoir fait, ça pue l'argent. Tu sais, tu sens que il y a de l'argent, que les gens sont là pour faire de l'argent. Avec les défauts et les qualités de Dubaï, mais tu sens que c'est un truc qui est orienté business. Tout le monde veut step up et tout le monde va essayer. Ah, ok, toi tu fais ça, ok, quelle synergie on peut mettre en place là-dessus, excepté le plan business. Moi je serais parti, mais c'est vrai que pour les enfants, pour la famille, moi je suis quand même très attaché à la famille et que ce soit la Suisse, voilà, j'ai besoin de voir ma mère, je suis à 5 heures de voiture, je suis à une heure, je suis à 1 heure d'avion. Et une fois, avec Max, on avait pris un plan comme ça, et puis on a fait un tour, tu sais, avec le compas là, et on s'était dit que le maximum où on pouvait être, c'était un maximum à 3 heures d'avion. 3 heures d'avion de Paris, de la France, des parents, c'était le maximum sur lequel on pouvait. On est sur des petits vols, donc grosso modo, tu vas pas payer 1 000 euros. Ouais, c'est clair. Non, Malte, c'est combien toi Oh, c'est pas cher, hein. Je crois 100 balles, hein, tu peux avoir un trajet. Hein. Malte, ça vaut la peine? Ah, mais moi j'adore.
Pourquoi? Pas fiscalement, l'endroit, puis comme on a dit, on n'est pas très loin de la France. Ouais. Donc, tu sais, moi qui ai ma Moi fille, aussi. le climat, bien entendu. Et puis, c'est pas non plus. Ça reste quand même un petit peu. Comment dire? Tu sais, c'est un petit peu le berceau des traders aussi. Il y a énormément C'est vrai, comment dire, Broker aussi, non? oui, Ouais, de broker brokers et aussi, ouais. traders. Trader, ouais. Parce que moi, je connais pas mal de traders qui étaient en salle de marché sur Paris et qui ont fini pour faire leur beau jour à Malte et qui continuent de trader avec une fiscalité hyper avantageuse. Il y a, au niveau de la réglementation, pareil pour les activités financières, c'est hyper souple et monter une société financière là-bas, c'est hyper simple. Donc, en vrai, je pense que pour toutes les personnes qui souhaitent créer un business lié à la finance pure, Malte, c'est peut-être même plus approprié que Dubaï. Et les gens là-bas, ils sont comment? Les gens, Ouais. c'est-à-dire La mentalité. La mentalité, Ouais. même tu sais, les mentalités du Sud, tranquille, tu vois. Ok. Ok. Ouais. Parce que moi, la seule chose qui me fait des fois envie de partir, c'est la mentalité des gens. Sur La le mentalité territoire français, française. Mais tu sais ouais. qu'on Et va, même c'est. on va se faire lyncher dans Il y a- les commentaires. Mais pour c'est ça. même pas- c'est même Parce pas- que la mentalité française, on la critique tout le Ouais. temps. Et tout le monde la critique. On dirait c'est la mentalité. Je sais pas si dans les autres communautés c'est comme ça, mais j'ai l'impression que la mentalité française, les Français, les francophones en tout cas, ils adorent taper dessus. Mais en vrai, les gens à l'étranger sont. Enfin, en France, les gens de l'étranger pensent que la France, c'est vraiment un pays incroyable, que c'est. Enfin, c'est un pays incroyable. C'est C'est un pays incroyable, attention. Arrête. C'est un pays incroyable. Moi, je suis C'est un le premier pays à dire ça. incroyable parce que il faut savoir dire les choses. On est des fils immigrés. Ouais. Il faut mettre l'église au milieu du village. Sans la France, on Ouais, ne serait bien pas sûr. ce qu'on est. Après, attention, quand je voulais dire la France, c'est incroyable, je pense la mentalité des gens plutôt. Ouais. Parce qu'en gros, j'ai parlé avec des Américains, des gens, ils disaient en France, les gens sont ouverts à l'entrepreneuriat. Parce Non. qu'on a beaucoup de Français, tu vois, tu regardes le top 10 des personnes les plus riches dans le monde, Ouais. quand même, on est là, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Ouais. En termes de start-up, on est là aussi Ouais, également. ouais. En termes de célébrité, en termes de stars, en termes de cinéma, en termes de culture, on est là, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les gens ici en France ont une mentalité un peu plus, on va pas dire arriérée ou quoi, mais déjà, sans parler de la France en totalité, juste à Paris, c'est compliqué. Les gens sont souvent de mauvaise Non, humeur. Parisien, c'est pas Parce que, français. ouais, c'est c'est une ça race aussi. à part. Hein. C'est vrai Après, que moi, je suis Paris, c'est parisien. pas la France. Ouais. Ouais. J'adore Paris, c'est vraiment magnifique et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, Ça, c'est pas représentatif de la France. ça te Paris. fatigue, tu vois ce que je veux dire. Mais après, pour parler de la mentalité française, ici, aux États-Unis, les entrepreneurs, c'est des superstars, tu vois, c'est des célébrités, c'est des mecs qui traînent avec des Drake, avec les grandes Cardone, etc. C'est des mecs au-dessus, tu vois, ils font des conférences, c'est abusé. Même Mm. au Portugal, il y a des entrepreneurs portugais, ils font des conférences incroyables. Ici, demain, tu as un David Oussama Hamar qui se fait défoncer médiatiquement, alors qu'il a prouvé, et il est sorti indemne, on va dire, de ses procès juridiques qu'il a eu. On a Yomi Denzel, regarde, ça c'est incroyable, Yomi Denzel, Oussama Hamar qui sont pris un article, Oussama Hamar et Yomi Denzel sur une formation trading. Ils n'ont Ouais. jamais fait de formation trading, tu vois. Leur seul but aujourd'hui, c'est de critiquer les entrepreneurs, de les taper, ouais, il faut qu'ils payent plus d'impôts, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça. Et c'est ce que Yomi et tout, ils expliquaient, c'est qu'en France, et même plein d'entrepreneurs, on aime trop associer ce milieu entrepreneurial à de l'escroquerie, à voilà, Ouais. en gros, on se dit pas, il a gagné tout ça, on se dit combien de personnes il a escroqué pour gagner tout ça. tu vois. Escroquerie ou jalousie? Ouais, les deux, je pense. Mais on jalouse beaucoup la réussite en France et ça, c'est pas. Ouais. Ça, enfin, tu le vois, hein, t'as une belle voiture ou n'importe quoi, tu sais, tout de suite, on s'écarte, tu vois, genre en mode, ouais, c'est un riche. Après, c'est pas qu'en France non plus, je pense que c'est un peu partout, mais c'est vrai qu'en France, c'est assez prononcé. Mm. Même, je pense même dans l'Europe, tu vois, il y a des personnes qui font vraiment pas mal d'argent, mais c'est les premiers sur qui on va aller taper, sur qui on va aller mettre toute leur faute dessus, enfin toute la faute C'est ça. aujourd'hui des problèmes des Français, alors qu'en réalité, c'est des gens qui ont réussi, c'est des personnes, après pas tous forcément, il y en a qui ont dû peut-être tricher ceci, mais je pense que on devrait plus mettre l'accent sur les entrepreneurs en France qui ont vraiment bien réussi, tu vois, qui ont vraiment réussi à changer. Après, ça change petit à petit. On le voit, moi, quand j'ai commencé, j'entendais pas du tout parler d'entrepreneuriat. Pour moi, ça vient. C'est la faute à. Pour moi, c'est la faute à Covid, tout ça. Ouais, ouais. Pour moi, c'est la faute à Covid. C'est comme si Covid d'accord, a redistribué les cartes. C'est comme si. Ça fait 2 fois que ça me fait ça. Pour moi, Covid a redistribué les cartes. C'est comme si Covid, les gens ont compris que ce fameux discours du temps contre de l'argent, les gens Ouais. ils ont compris que en fait, toute ta vie, alors que déjà, alors nous, ce qu'on appelle, je crois si je me trompe pas, génération Y, génération X, on a un rapport avec le travail qui n'a absolument rien à voir avec nos parents. Ouais. Parce que nos parents, le travail, c'est le travail. Arriver en retard, c'est inconcevable. T'aimes pas le travail. Moi, je me rappelle mon dernier emploi que j'avais avant
de rentrer dans le trading, mes parents étaient incapables de comprendre pourquoi je prenais autant de risques de laisser mon travail. J'avais un CDI qui me payait 5-6 000 francs. Non, c'est le travail et tout. Nous, notre génération, on n'est pas attachés aux entreprises. Ouais, c'est vrai, ouais. Nos parents, ils étaient attachés à une entreprise. C'est vrai que quand ils rentraient dans une entreprise, généralement, ils faisaient toute La une culture carrière. de la boîte. C'est 40 ans de carrière, et etc. Ouais. Nous, on fait plus de 3 ans, c'est on un fait miracle. 3 ans, ça y est, on a fait le tour de la question. Ouais, t'en étais pas, et encore mieux, là, j'avais vu là sur les réseaux sociaux, encore mieux, quand une personne, elle a fait 3 ans, c'est pas, elle avait un nouveau taf. Maintenant, déjà, ils prennent des pauses. Ouais. Genre, ils prennent des pauses. Non, je travaille plus. Ils vont pas forcément au chômage. Ils vont me prendre leur thune. Ils font un tour du monde. Ouais. Voilà, ils partent parce que c'est comme si Covid, ça avait fait comprendre que c'était compliqué et qu'il fallait une nouvelle chose. S'il y a quelque chose à retenir de toute ton expérience entrepreneuriale depuis le premier jour où tu as touché le trading et puis que tu as atterri ici dans ce podcast, qu'est-ce que toi, personnellement, tu retiendrais et tu donnerais comme conseil? Alors, très bonne question. Je pense que ce serait au niveau de... enfin, on dit souvent, on est 2 fois, entre guillemets. On est voilà, la première fois et on est la deuxième fois où on trouve, entre guillemets, sa vocation. On trouve, entre guillemets, voilà, la personne qu'on est réellement. Parce que quand durant toute notre enfance, on n'est pas réellement la personne qu'on doit être. On est forgé par ce qu'on va appeler nos pères, c'est-à-dire l'école, les parents, les amis, la famille, etc., etc. On est forgé, voilà. On est la somme de 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc voilà, on côtoie les professeurs à l'école, on côtoie les parents, on côtoie ci, on côtoie ça. Et donc ça nous a forgé, voilà, un caractère, etc., etc. Et après, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, moi, j'ai commencé à vraiment me comprendre moi-même et vouloir, savoir ce que je voulais. Quand moi, j'ai commencé, j'avais arrêté de croire en mes rêves. J'avais arrêté de croire à... T'étais mort. Ouais, pour moi, en fait, c'était 40 ans. J'allais travailler pendant 40 ans, tu vois. C'est une peine de prison. C'était vraiment le 40-40-40. Ça, c'est fini. Maintenant, ouais, c'est fini pour moi. Liberté. Mais à ce moment-là, pour moi, ça y est, c'était bouclé. La boucle était bouclée. On dit souvent, on meurt à l'âge de 20 ans, on se rend compte à 60. Et moi, c'était arrivé. C'est-à-dire que j'étais allé dans une école qui me plaisait pas juste parce qu'elle était à côté de chez moi pour faire plaisir à papa, maman. J'avais trouvé un travail parce que j'avais besoin d'argent, un travail qui me plaisait pas. J'allais partir sur un CDD, ensuite peut-être un CDI, ensuite... En gros, voilà, je voyais en fait tout se refermer autour de moi. Et c'est comme si on est venu, on m'a tendu une main et j'avais pas le choix et je devais m'accrocher à cette main fort, 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 ne pas la lâcher, donner le maximum de moi-même pour que derrière je puisse sortir de cet endroit-là, on va dire, sortir ma famille aussi également de la femme, du salariat, etc. Mais c'est pas mauvais, je critique pas du tout. Mais c'est vrai que moi, j'avais arrêté de rêver. Je me rappelle une phrase que ma mère m'avait dit une fois. J'étais petit, hein, mais ça m'avait marqué. Elle m'avait dit, je dis voilà, moi je rêve de faire ça, je rêve de faire ci. Et j'ai dit, et toi, à un moment, tu rêves de quoi, toi? Elle m'a dit, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de rêver, tu vois. Ouais. Je suis déjà trop vieille pour ça, c'est bon. Et moi, dans ma tête, j'étais très jeune. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Une fois, je regardais les photos de famille de mon père quand il est arrivé en Europe, 86-88. Je regardais et j'ai envoyé un message à mon père, malgré qu'il soit entrepreneur, il n'est pas dans cette routine-là, mais je lui envoie comme message, papa, il est passé où ton sourire? Et je pense que si on pense à nos parents plus jeunes, ou quand ils sont arrivés en France, même à la vingtaine, voilà, mariage, tout ça, nos parents souriaient beaucoup sur les photos, comparé à maintenant. C'est comme s'ils étaient morts, en fait, moi, tu vois. Je le remarque avec mon père, par exemple, qui, quand il est en France, il travaille. C'est un gars du bled, il n'a pas d'émotion, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un, il est travaille, robot. il rentre, il est robotique, tu vois. Il n'a pas trop d'émotion, il mange, voilà. Mais quand il est avec sa famille, quand il est au bled et tout, c'est un autre homme, tu vois, il revit, il sourit, il s'amuse, il fait des blagues, Et j'ai compris rapidement que ne pas faire ce qu'on aime dans la vie, c'est problématique. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi j'ai un travail, je suis salarié, mais je kiffe ce que je fais et c'est pas un problème. Voilà, le salariat, c'est pas un problème parce que je kiffe ce que je fais. J'ai dit, mais en fait, c'est faux, entre guillemets, c'est se mentir à soi-même. Parce qu'imagine, demain, tu kiffes un burger, tu kiffes le burger, mais maintenant, tu es obligé pendant 40 ans de manger tous les jours le même burger. Même si tu kiffes le goût du burger. À un moment donné, juste le fait d'être obligé. Ouais, c'est fini pour toi, tu vois. Et c'est ça, moi, ce que je voulais, c'était arrêter d'être obligé de faire des choses. Si je veux demain prendre un billet d'avion, et je sais pas moi, aller à Brazzaville, tu peux y aller, tu vois. Ouais. Qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire? Et c'est ça, c'est le fait d'avoir aucune obligation dans la vie qui, moi, aujourd'hui, me fait kiffer. Au début, je pensais que l'argent, ça faisait le bonheur, mais ça fait pas le bonheur. Tu peux être chef d'entreprise qui gagne peut-être 20, 30, 50 000 euros par mois et ne pas être heureux. Parce que tu as des obligations. Alors qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, certes, tu as des obligations, mais qui sont beaucoup moindres que si tu serais chef d'entreprise ou même salarié, mais que tu kiffes ton travail. Hein. Ouais. Tu kiffes à 100%,
mais tu as des obligations, sinon, voilà, il n'y a pas de salaire qui rentre. Alors que demain, si tu es entrepreneur, tu peux faire le tour du monde, il n'y a personne qui va t'empêcher de le faire parce que aujourd'hui, voilà, on est tous digital nomades, on peut travailler depuis nos téléphones, depuis une connexion Internet. Et c'est ça, moi, qui m'a parlé directement. C'est pas le fait d'avoir un business, de faire de l'argent. J'ai rapidement compris que le réel bonheur, il se cachait pas dans l'argent, mais il se cachait plutôt dans la liberté de faire ce que tu veux, d'avoir aucune obligation et kiffer, en fait, littéralement, et ressentir cette gratitude. Moi, je savais pas ça voulait dire la gratitude. Ressentir l'émotion. C'est pas un mythe, ça. C'est pas Parce que souvent, les marketing de réseau, moi, je me rappelle. Ouais, faut on a gratitude. eu, Oui, on oui. a eu, faut voir la gratitude. Gratitude. Je suis en osmose, content. D'accord, la gratitude, mais je pense que c'est pas, faut pas aller dans l'excès. Moi, je suis d'accord avec toi, à 100%. Je pense que la gratitude, soyez en gratitude, soyez... À un moment, on est fatigué, tu vois ce que je veux dire. Mais tu le ressens vraiment quand tu fais, on va dire, par exemple, la dernière fois, c'est que je rentrais d'Égypte, coucher de soleil incroyable, je suis dans l'avion et je mets une musique un peu tranquille, tu vois, du PNL. Et là, je ressens ce truc au fond de moi, je me dis, putain, quelle vie, tu vois. Je me dis, quelle gratitude. Ouais. Et genre, tu la ressens pas tout le temps, faut pas se mentir, Ouais. tu travailles pas, t'es chiant, non. Et- tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu le ressens au fond de toi, et tu vois par où t'es passé, tout ce que t'as fait, les galères que t'as endurées, les gens qui sont moqués de toi, tu vois tout ça et tu vois ce que t'as réussi à faire avec tes deux mains, tes deux jambes, t'as réussi à faire toutes ces choses-là et tu ressens tout ça, que t'as la fierté de tes parents et tout, et qu'en plus t'as une petite musique, là tu ressens la gratitude à fond et tu te dis waouh, exceptionnel, tu vois. Ouais, bah donc du coup, ouais, je rejoins ce que tu dis. Le plus important, c'est pas forcément, tu sais, la somme que tu vas gagner, etc. C'est de faire ce que t'aimes toute ta vie. Tu sais, ça te motive à te lever quand même. Et puis c'est surtout profiter avant tout d'avoir sa propre liberté. Moi, je pense que ça peut être une bonne phrase pour conclure ça. Ouais. Faire ce que t'aimes Exactement. et Ouais. profiter de ta vie, de pas être forcément focus sur l'argent. Alex, merci d'être venu. Merci à toi Chris, franchement c'était lourd, Plaisir. plaisir Tu reviens partagé. quand tu veux. Parfait, y a Et pas de puis, souci. on parlera encore trading. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. On a mis beaucoup d'énergie. Voilà, si pareil, vous voulez des gens, des traders, des financiers, des hommes d'affaires, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez la cloche de notification et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec encore un nouvel intervenant qui viendra vous partager sa réussite, ses expériences et tout son discours. Et comme j'aime bien le dire, un bon entrepreneur apprend toujours.